Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'adore dire ça, vraiment j'adore. Ça me rappelle quand j'écoutais le JT sur les genoux de papy, j'étais encore un gosse et c'était l'époque de l'ORTF. Il y a bien longtemps. Les plus anciens parmi nous savent de quoi je parle, et puis les moins de 20 ans, eux, ils regarderont les images de l'INA, l'Institut national audiovisuel. C'est là où on trouve plein d'images d'archives passionnantes pour savoir ce que disaient certaines personnes sur certains sujets et comparer après à ce que c'est devenu. Passionnant. On va attaquer ce JT de l'or avec quelque chose concernant la Russie. La Russie qui vraiment a un amour immodéré pour le métal jaune. Et donc la question que beaucoup se posent, c'est pourquoi la Russie de Poutine amasse-t-elle autant de réserves d'or? On parle de 72 milliards de dollars de plus de réserves sur une année. C'est très important, c'est très conséquent. La Russie devient un acteur majeur sur le marché de l'or, en tout cas en termes d'achat d'or physique. Et donc les gens se demandent pourquoi. Alors il y a plein de théories, la baisse du dollar, l'inquiétude face à la force du dollar, le dollar qui n'est plus une monnaie de réserve internationale, etc., etc. Vous entendrez plein de choses là-dessus. La réalité, elle est très différente. Quelle est mon analyse là-dessus? Elle est assez simple. Souvenez-vous, et je vais faire une analogie avec BNP Paribas. BNP Paribas est la banque française qui va se faire imposer la plus grande amende par les autorités américaines pour avoir commercé en dollars en contrevenant à la législation américaine. Vous devez savoir, parce que c'est quelque chose qui est relativement méconnu, vous devez savoir qu'à partir du moment, en tant que professionnel ou en tant que particulier, où vous utilisez, où vous stockez, où vous avez des dollars en poche, vous relevez de la législation américaine. Donc les Américains, à partir du moment où vous utilisez leur monnaie, peuvent vous mettre à l'amende. Si vous êtes un particulier qui ne va pas quitter la France, qui va rester dans les frontières de l'Hexagone, qui ne risque pas forcément d'être attrapé par un mandat international dès qu'il va voyager ailleurs qu'en France, je vous rappelle que la France n'extrade pas ses ressortissants, eh bien vous pouvez commercer en dollars et ne pas respecter la loi américaine. Vous risquez d'avoir de gros problèmes, mais vous pourriez vous en sortir. Le problème, c'est qu'évidemment, dans un monde qui est complètement globalisé, mondialisé, une banque comme BNP Paribas, qui est une banque internationale, parce qu'elle a des clients qui eux-mêmes vont avoir des dollars à utiliser, des euros, du yen, vont faire des transactions internationales. Bref, ce sont des entreprises qui se retrouvent dans le monde entier. Ce sont des entreprises globalisées. Elles ne peuvent pas ne pas pouvoir utiliser la première monnaie mondiale avec 60% des échanges qui sont réalisés en dollars américains. C'est la raison pour laquelle BNP Paribas a dû payer ces 8 milliards de dollars d'amende, puis après plein d'autres banques françaises et aussi plein d'autres banques européennes, je pense en particulier à nos amis allemands avec la Deutsche Bank. Alors vous allez me dire, oui, et alors ? Quel est le rapport avec les Russes et leurs réserves d'or? Eh bien, il est très simple, ce rapport. C'est que vous comprenez bien qu'à partir du moment où les Américains imposent leurs lois à tout détenteur de dollars, si vous détenez du dollar, vous n'avez aucune indépendance. La seule monnaie qui va donc être neutre, la seule monnaie de réserve capable de conserver de la valeur aujourd'hui, et d'assurer votre indépendance politique dans un contexte extrêmement tendu entre la Russie et les États-Unis et les Occidentaux de manière générale, avec des sanctions qui sont prises, etc., c'est évidemment l'or. Et c'est sous cet angle-là qu'il faut interpréter la décision de Vladimir Poutine et des autorités monétaires russes que de renforcer et de surpondérer le poids de l'or dans les réserves de change de la Russie. Vous comprenez bien qu'il est évident que l'or joue un rôle fondamental d'indépendance et de souveraineté nationale. Et je crois il faut bien l'avoir en tête. Et c'est de cette manière-là dont il faut comprendre cet amour un peu immodéré, qui peut sembler un peu immodéré, qui pourrait presque sembler irrationnel et qui en fait ne l'est pas du tout de la part des Russes. Alors, ça va nous amener justement à regarder le graphique de l'évolution des cours de l'or. Alors, vous voyez bien que les cours de l'or sont plutôt soutenus, ils sont plutôt soutenus d'ailleurs depuis l'élection de Donald Trump et son accession à la présidence américaine. L'or se porte bien, les cours sont très clairement orientés à la hausse, et c'est paradoxal parce que les taux d'intérêt montent.
Alors traditionnellement, lorsque les taux d'intérêt montent, l'or baisse. C'est assez logique. Quand la valeur de votre monnaie s'apprécie, eh bien, l'or baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui est rare est cher, ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Eh bien, quand une monnaie est rare, cette monnaie s'apprécie. Quand une monnaie n'est pas rare, elle se déprécie. Et donc l'or va suivre. C'est un mouvement de balancier totalement inverse, c'est un principe de vase communicant. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous augmentez les taux d'intérêt d'une monnaie, eh bien forcément, ça implique une raréfaction de la création monétaire de cette monnaie. Augmentez le prix des dollars et il y aura moins de dollars créés. Donc si vous raréfiez le nombre de dollars créés, en renchérissant le prix des dollars, eh bien, mathématiquement, le prix de l'or exprimé en dollars va diminuer. C'est extrêmement logique à comprendre. Alors, ce qui est moins logique, c'est comment se fait-il qu'on se retrouve dans une situation où le prix des taux d'intérêt, donc du dollar, augmente, mais l'or augmente aussi? Ça peut sembler totalement paradoxal. Eh bien, cette réponse, vous allez la trouver dans cet article de CNBC qui explique ce qu'a fait la Fed, parce qu'on finit toujours par trouver et par avoir les bonnes explications. Au moment où la Fed annonce une augmentation de ses taux d'intérêt, que fait la Fed? En réalité, elle injecte 267 billions, pour ceux qui ne parlent pas l'américain, ça veut dire milliards. Donc 267 milliards de dollars de liquidités injectées sur le marché. En clair, on vous dit on augmente le prix de la monnaie, mais en réalité on donne de la monnaie gratuite à tout le monde. Donc évidemment c'est totalement absurde et ça explique ce mouvement de l'or qui monte en parallèle, puisque pour la première fois quasiment, au lieu d'augmenter les taux pour raréfier la quantité de monnaie en circulation, on augmente les taux tout en augmentant la quantité de monnaie en circulation, ce qui est complètement absurde. Donc évidemment, l'or, il se réajuste. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Ça a une autre implication, cette situation-là et cette stratégie de la Fed. C'est qu'en fait, nous ne sommes que dans de la communication. La Fed dit « je vais augmenter les taux, l'économie est forte, c'est le plein emploi, tout va très bien, je peux augmenter les taux d'intérêt ». Sauf que tout cela est totalement virtuel. La triste réalité, c'est que l'économie américaine et l'économie mondiale sont incapables de supporter une augmentation importante des taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle la Fed est obligée d'injecter, au moment même où elle annonce l'augmentation de ses taux d'intérêt, 267 milliards de dollars dans le système économique et financier pour que ce dernier puisse supporter justement cette augmentation des taux d'intérêt sans s'effondrer. Vous remarquerez également qu'à ce moment même où on augmente les taux d'intérêt, on a cette augmentation de l'or qui est complètement absurde, et je dirais même c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire économique mondiale. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une augmentation des marchés financiers. Or, de manière classique et traditionnelle, quand les taux d'intérêt montent, notamment les taux d'intérêt des obligations qui sont censés être garantis, vous n'avez pas intérêt à aller chercher des risques à la bourse. Donc, quand les taux d'intérêt montent, les actions baissent. Traditionnellement, vous retrouvez ce schéma-là également. Or là, on se retrouve dans une absurdité économique totale, puisque les taux d'intérêt montent, l'or monte, l'immobilier monte, et, vous savez quoi, les actions en bourse montent également. Voilà un petit peu où on en est, et je voulais revenir sur ces explications et cet article de CNBC, qui est l'un des sites les plus importants d'information financière et économique aux États-Unis, donc c'est quand même une référence. Donc je vous invite à aller chercher cet article si vous souhaitez en savoir plus. Et puis on va terminer sur cette dernière information, et je souhaitais vous parler des faux Napoléons. Parce qu'on parle de l'or, qu'on parle d'or physique, et que l'or physique, c'est un marché qui est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est très dangereux, c'est très opaque, c'est pas très transparent, on ne sait jamais ce qu'on achète, à quel prix, comment, pourquoi. Enfin bon, tout ça, ça suscite toujours beaucoup de questions. Et à chaque JT consacré à l'or, j'essaierai de vous apporter aussi des informations pour vous permettre d'aborder avec plus de sérénité ce marché de l'or physique. Et donc aujourd'hui, je souhaitais parler avec vous des faux, avec cet article du Parisien qui parle d'un couple qui avait fait venir un certain nombre de Napoléons, 600 pour être très précis, qui étaient des faux et qui les revendaient au prix des vrais. Alors ces Napoléons faux, ils coûtent 2 €. J'en ai quelques-uns, je vais vous en montrer et je vais vous ouvrir ma collection
de fausses pièces, de fausses monnaies. En fait, tout ce que vous voyez sur le bureau que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, eh bien, ce sont des faux. Voilà, il n'y a aucune vraie pièce, et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Alors, comme on parlait de Napoléon, eh ben, je vais vous montrer un Napoléon. Voilà, c'est un Marianne Coque. Un Marianne Coque qui est une pièce de 20 francs, qui est l'une des pièces les plus négociées en France. Donc là, vous avez la face avec le coq, et je vais vous montrer la face avec la Marianne, qui est à l'envers. Je vais vous la mettre à l'endroit. La face avec la Marianne. Et donc, la Marianne Coque, voilà, c'est ces pièces-là dont on parle dans l'article, et celle que vous voyez ici, elle est rigoureusement fausse. Alors, tout ça, ça se détecte bien quand on est un professionnel. C'est assez compliqué quand on est un particulier, si on n'a pas l'habitude et si on n'en a jamais vu. On va continuer. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle une croix suisse, un Vreneli. C'est un 20 francs suisse. Alors, c'est une pièce de l'Union latine. Ça a la même taille que le Napoléon, d'ailleurs. C'était des pièces identiques. L'euro avant l'heure. Et donc, voilà, un Vreneli, une croix suisse. Et donc, ce Vreneli, cette croix suisse, eh bien, voilà l'autre face, remarquablement bien imitée également, qui est tout aussi faux et qui vaut effectivement 2-3 euros. Enfin, c'est des pièces qui valent quelques euros et qui sont totalement fausses. Alors bon, ce sont des pièces qui, en vrai, là, aujourd'hui, on parle entre 230 euros à peu près le prix d'un Napoléon. Donc, vous voyez le préjudice. Mais alors, imaginez si vous vous faites refiler ou recaser un faux Krugerrand. Alors ça, c'est la pièce la plus vendue au monde. Le Krugerrand, qui est une pièce d'or d'une once sud-africaine. J'espère que ça se verra bien à la caméra et que vous pourrez bien visualiser comme cette pièce est belle. Alors, elle est un petit peu trop brillante à mon goût, évidemment, mais en tout cas, je peux vous assurer que ça va faire l'affaire pour des gens qui ne connaissent pas, surtout si elles sont mises dans des sachets scellés, qu'on vous explique surtout, n'ouvrez pas les scellés, etc., pour des raisons fiscales, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on va vous monter une belle histoire, et puis évidemment, là vous êtes sur une pièce qui vaut 1200, 1300 euros, c'est une once d'or. Donc vous imaginez là encore le préjudice si vous êtes victime d'une escroquerie à une fausse pièce d'une once. Mais on va continuer, il y en a une autre qui est très très belle. C'est une 50 pesos, donc ça c'est les pièces mexicaines, pareil, une once d'or. Donc ça on le voit. Alors comment on les expertise? Alors déjà de manière très 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 classique, on les pèse, on les mesure. Alors bon, quand on a l'habitude, on le voit au premier coup d'œil. Hein. Mais quand on ne connaît pas, on pèse, on mesure. Il y a des cotes précises et puis souvent il y a quelques petits défauts de taille, de poids, etc. qui permettent de les repérer de manière assez simple et assez rapide. Une dernière pièce que je voulais vous montrer, parce que je les aime beaucoup, qu'elles sont très très belles, ce sont les pandas chinoises. Alors ça, c'est tout petit. Ça, c'est une panda de 50 yuan, mais pareil, extrêmement bien refait. Et regardez, j'ai ici le coffret en bois, en acajou, de toute une collection de pandas chinoises. Fausses, hein, je précise encore une fois, c'est faux. J'ai même les certificats. Qui vont avec les tampons et tout ce qu'il faut bien de l'équivalent de la monnaie de Paris en Chine, donc qui est la banque pas centrale de Chine, mais enfin l'organisme chinois qui frappe les pièces. Donc on a tout, on a les certificats, on a une superbe boîte en bois, etc. Voilà. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous faire attraper. Vous pouvez vous faire attraper d'autant plus que vous allez même avoir, regardez ici, c'est un Krugerrand, dans un emballage scellé, avec même ici un hologramme de sécurité. Voilà. Donc je ne sais pas, pareil, j'espère que ça se verra bien. J'essaye de faire bouger un petit peu, comme ça peut-être que vous verrez les reflets dans l'hologramme de sécurité. Donc c'est extrêmement bien fait. Pareil, on parle d'une pièce qu'on peut vous vendre ou faire acheter pour 1200, 1300 euros. Et enfin, je vais terminer par ce dernier faux, tout aussi faux, un petit lingotin Crédit Suisse que je vais vous approcher là aussi de la caméra, en espérant que vous puissiez bien voir peut-être d'abord déjà Crédit Suisse, que vous puissiez visualiser la qualité de l'emballage et du scellé, et puis voir peut-être même le numéro de série qui est gravé sur ce lingotin. Alors Crédit Suisse, c'est une maison sérieuse, c'est une maison connue, donc en plus ça inspire complètement confiance. Donc
Encore une fois, soyez prudents, soyez vigilants quand vous achetez de l'or physique. Le premier conseil que je puisse vous donner, c'est méfiez-vous de l'appât du gain. L'appât du gain, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est qu'on a envie de faire une bonne affaire. Et quand on a envie de faire une bonne affaire, eh bien, on a envie d'acheter pas cher. Et quand on a envie d'acheter pas cher, eh bien, évidemment, on est une victime toute trouvée pour se faire refourguer quelque chose de faux, bien emballé, bien étiqueté, comme vous avez pu, ou comme vous pourrez le voir dans cet article du Parisien. Le préjudice, c'est largement plus de 100 000 euros. Hein. C'est des dizaines de pièces qui ont été vendues. Donc voilà, donc soyez vigilants. Passez par un professionnel qui a pignon sur rue, qui a une structure établie et contre lequel vous pourrez vous retourner parce qu'il est évidemment responsable de la qualité des produits qu'il va vous vendre. Enfin, ne vous inquiétez pas non plus que ça, si vous n'achetez pas entre particuliers, si vous achetez sur facture, si vous achetez chez un professionnel, la capacité des pros à faire face à la détection des faux est réelle. Globalement, même sur ce qu'on appelle les lingots fourrés au tungstène, ça pose peu de problèmes et avec des machines qui coûtent 1 000 euros, on est capable en gros de faire une échographie à n'importe quelle pièce ou à n'importe quel lingot sur lequel on pourrait avoir des doutes. Et donc, évidemment, c'est très facilement détectable quand on a le bon appareillage. Il n'y a pas besoin de forer, de faire des trous, etc. Donc tout ça, on sait faire. Encore faut-il toujours avoir à l'esprit que si vous achetez de particulier à particulier, eh bien, vous prenez un risque qui est très important. Voilà, notre JT de l'or s'achève. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine, et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir et à bientôt.